on continue nos définitions sur ces notions de praxis. Donc, en lien avec le concept d'apraxie et en lien avec tout ce qui avait pu être observé et décrit suite à des lésions cérébrales, on a pu distinguer différents types de praxis. On a donc les praxis idéomotrices qui vont regrouper des gestes simples, des gestes transitifs, c'est-à-dire qu'ils relèvent d'utilisation d'objets, ou intransitifs sans objet, et qui peuvent être symboliques ou sans signification, et sur imitation ou sur commande verbale. Donc là, on est vraiment sur, finalement, une notion d'imitation. Oui, la commande, oui, c'est ça, tout à fait. Et les praxis idéatoires qui vont renvoyer, elles, à des gestes d'utilisation d'objets qui vont nécessiter généralement la planification d'un mouvement complexe ou la réalisation chronologique de séquences motrices. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt idéatoire, dans quelque chose qui est plutôt sur un programme, en fait, assez complexe de gestes, alors que la notion d'idéomotrice, on va être plutôt sur quelque chose qui se commande directement, enfin, qui va nécessiter en tout cas beaucoup moins de planification, beaucoup moins d'organisation du geste. Et puis, on a les praxis visio-constructives qui rassemblent des activités comme assembler des objets, construire, dessiner, etc. On a vraiment cette notion de construction, d'un geste qui est fait en fonction d'une construction qu'on voit dans l'espace. Donc, il y a cette notion visio-constructive et cette notion de fonction, du coup, visio-spatiale qui est liée. Donc, le salut militaire, qui peut être plutôt une praxis idéomotrice, voilà, qui ne va pas demander beaucoup de choses, alors qu'une praxis idéatoire, on peut le voir comme par exemple le geste de mettre une lettre dans une enveloppe. Donc, mettre une lettre dans une enveloppe, ça va demander de tenir l'enveloppe ouverte, de plier, de coordonner les deux pour qu'ils puissent se glisser l'un dans l'autre, de refermer, etc. On va être dans quelque chose d'un peu plus complexe. Et puis voilà, donc cette notion, pour cette dernière praxis, les praxis visio-constructives, on a vraiment la notion de visio et on fait alors le lien avec ce qui relève des fonctions visio-spatiales et qui pose pas mal de questions autour de ces concepts de dyspraxie. Alors la dimension visio-spatiale, elle est évidemment très importante puisque le geste est exécuté dans l'espace, dans un référentiel égocentrique, donc par rapport à notre corps propre. Et donc, il va demander des capacités visio-perceptives, il va demander d'avoir un schéma corporel qui soit bien construit, etc. Donc, un geste, on va situer les objets les uns par rapport aux autres. Donc, ça nécessite de prendre en compte des relations spatiales, de faire de la synthèse visio-spatiale, etc. Et puis, on va situer les objets par rapport à notre propre corps. Donc, avec la notion de droite et gauche, la perception des verticales, des horizontales, des obliques, etc. Et donc, certains auteurs ont noté que finalement, les dyspraxies pourraient être en lien avec des particularités motrices, mais aussi perceptives et visio-spatiales, donc perceptives, visio-spatiales, qui sont en lien avec la voie visuelle dorsale, donc la voie occipito-pariétale, qui est impliquée à la fois dans la perception et dans l'action. Donc ça, c'est une hypothèse qui est faite pour expliquer finalement les difficultés perceptivo-motrices de la dyspraxie. On va parler de ces différents types. Sauf qu'on a des résultats assez contradictoires. En fait, les études montrent effectivement qu'on a des déficits dans des tâches visio-spatiales chez les patients qui ont un trouble du développement de la coordination ou qui ont une dyspraxie, mais dans les études, comme je vous l'ai dit, on parle plutôt de troubles du développement de la coordination, surtout les études anglo-saxonnes. Et donc, ces études montrent qu'il y a effectivement des difficultés dans des tâches visio-spatiales chez ces patients, mais que la taille de ces effets est majorée pour les tâches impliquant la motricité. Donc, on a quand même plus de difficultés si les tâches impliquent du visio-spatial et de la motricité. Mais il y a quand même aussi des études qui ont montré par la suite qu'on avait quand même une large taille d'effet, donc un effet
de la présence d'un trouble du développement de la coordination sur des mesures impliquant très peu de motricité, comme la détection de formes basiques, la détection de mouvements ou le traitement de l'information visio-spatiale, donc avec ou sans composante motrice. Et puis, si on fait un peu le point sur pas mal d'études, ce qui ressort, c'est que finalement, c'est surtout la perception visuelle des formes qui apparaît particulièrement affectée. Donc, ce qui va relever de tâches, par exemple, de discrimination visuelle de différentes formes, ce qui va relever de tâches qui vont concerner la cohérence des formes visuelles, la reconnaissance visuelle de formes qui seraient un peu effacées, par exemple, des tâches comme ça. Donc ça paraît un peu moins cohérent avec l'hypothèse d'un problème d'exécution du geste dans l'espace. Parce que dans ce cas-là, on se serait dit, finalement, les enfants auraient des difficultés, par exemple, pour estimer les distances, pour repérer les verticales, les horizontales, des choses qui seraient plus liées à la perception de notre corps dans l'espace, enfin à la perception des objets dans l'espace par rapport à notre propre corps pour effectuer un geste. Donc visiblement, là, c'est plutôt la perception des formes qui semble affectée. Donc ce qui pose un peu question. Une étude aussi en 2008 de Tsai et collaborateurs en fait montre que les enfants avec des troubles du développement de la coordination ont effectivement un score plus faible dans des tâches visio-spatiales que les enfants qui n'ont pas de troubles du développement de la coordination, mais ça ne concernerait pas tous les enfants et ça ne concernerait pas tous les subtests. Donc ça ne concernerait pas, c'est ce qu'on disait déjà précédemment, hein, ça ne concernerait pas tous les types d'analyse visuelle, toutes les tâches. Mais en fait, on aurait une grande variabilité qui nous ferait dire que peut-être que les troubles visuospatiaux dans la dyspraxie ou en tout cas dans les troubles du développement de la coordination ne concerneraient qu'un sous-groupe d'enfants avec dyspraxie ou TDC. Alors, on se demande aussi, du coup, si ça concerne ces enfants, enfin, si la perception, pardon, je reprends ma phrase, si la perception, le traitement visio-spatial est en jeu, finalement, comme la perception et l'action se développent de façon très coordonnée, on développe nos capacités à interagir dans notre espace en lien avec nos capacités perceptives qui aussi se développent du fait de nos actions dans l'espace. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'interactif. Les deux se développent de façon vraiment conjointe. Donc, ça rend difficile l'identification d'une cause première. Est-ce qu'au départ, l'enfant avait des particularités perceptives qui ont fait que maintenant, ses actions se sont développées de façon particulière et donc ont aussi des particularités? Ou est-ce que c'est au départ des actions, des commandes motrices, des problèmes de coordination qui vont faire que la personne développe des capacités perceptives un petit peu atypiques? Voilà, c'est des questions qui sont posées par les auteurs. Et effectivement, c'est un peu difficile de démêler tout ça. En fait, quand on essaye de retrouver quelle est la cause de ces problèmes, de coordination, on a plein d'hypothèses qui ressortent. Est-ce qu'il s'agit d'un déficit perceptif, donc comme on vient de l'évoquer, un trouble visio-spatial, qui ferait que du coup, vos actions sont moins organisées dans l'espace, vos gestes ont plus de mal à être bien construits dans l'espace, le geste est toujours effectué dans l'espace. Est-ce que c'est des problèmes d'intégration sensorimotrice, donc vraiment finalement sur le fait de savoir prendre en compte à la fois des aspects moteurs, des informations motrices, un traitement moteur, et à la fois un traitement sensoriel? Est-ce qu'il s'agit d'un déficit kinesthésique? C'est aussi une hypothèse qui est étudiée. Donc, vraiment sur les aspects tactiles, en fait, de perception sensorielle, mais vraiment centré plutôt sur des aspects tactiles, kinesthésiques. Est-ce qu'il s'agit d'un déficit de planification du mouvement? Donc là, on va sur des choses vraiment de plus haut niveau neuropsychologique. Est-ce que c'est une atteinte de la représentation du geste qu'on peut avoir, finalement du schéma moteur qui n'arrive pas à se construire? Est-ce que c'est un problème dans le traitement des feedbacks perceptifs quand on exécute le geste, hein? Au moment où on exécute un geste, on va toujours recalculer tous les paramètres de notre geste en fonction de ce qu'on perçoit. Par exemple, si sans regarder, je mets ma main sur mon bureau et que je ne regarde pas ma main, je vais attendre un moment un feedback de sentir le bureau en fait sous ma main. Et donc ça va, au moment où je vais sentir ça, ça va réguler mon geste
pour que du coup le mouvement s'arrête. Et donc, sans arrêt, on prend en compte des retours perceptifs, des feedbacks lors de l'exécution de notre geste. Des feedbacks, bien sûr, aussi donc, kinesthésiques, tactiles, mais aussi visuels. On ajuste on ajuste notre geste en fonction de ce qu'on perçoit de notre geste pendant qu'il est en train de s'exécuter. D'autres auteurs se sont intéressés à des problématiques qui seraient plutôt de l'ordre de l'attention, donc au niveau attentionnel, qui pourraient perturber aussi l'exécution des gestes et amener donc à des dyspraxies, à des troubles du développement de la coordination. D'autres auteurs sont allés chercher des hypothèses cognitives au niveau des fonctions exécutives qui ont effectivement un rôle très important dans le contrôle du comportement et donc également dans le contrôle moteur. Et on en parlera d'ailleurs cet après-midi avec l'hyperactivité. D'autres se sont intéressés à la mémoire procédurale. Donc, est-ce que finalement, on ne serait pas face à des déficits qui touchent notre capacité à apprendre des procédures? Donc, c'est plein de questions qui se posent et c'est lié au fait qu'on a donc plein de réseaux, plein de fonctions qui sont impliquées dans la programmation, le contrôle et la réalisation d'un geste. Donc ça, c'est par exemple un schéma de Michel-Mazo. Elle dit, là, c'est déjà compliqué, et on est pourtant sur un schéma qui est déjà schématique, justement, qui déjà simplifie. Donc, comme pour tous les troubles dont on a parlé au cours de cette formation, on est face à quelque chose de complexe, et au niveau donc, des explications cognitives, des théories cognitives, on a quelque chose de complexe également, et du coup, beaucoup d'hypothèses qui sont faites et qui sont étudiées. Donc, oui, tout à fait, ce que vous dites, à chaque fois, on voit bien toutes les étapes. Donc, il y a des étapes de planification, de programmation, d'exécution, de correction pendant que le geste est effectué au fur et à mesure des feedbacks. Et donc, comme je le disais pour les autres troubles, on pourrait imaginer que les déficits peuvent survenir à chacune de ces étapes et donc peut-être amener à des... Donc, l'idée, je finis mon idée, c'est que peut-être que toutes ces théories, encore une fois, sont un peu vraies. Et peut-être que finalement, c'est ça qui crée la variabilité aussi qu'on observe en clinique. Peut-être que certaines formes de TDC seraient liées à des problèmes de planification des mouvements, d'autres formes de TDC qui seraient liées à des problèmes de représentation du geste, d'autres qui seraient liées à des problèmes plutôt sensorimoteurs, etc. Donc, toutes ces hypothèses et toutes ces causes possibles nous amènent à la question de la classification. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu passé certaines questions sur les dyspraxies de l'habillage, dyspraxie orofaciale, etc. Parce que c'est ici qu'on va pouvoir en parler. Alors, mais je vois que non, par contre, je n'ai pas gardé la question de la dyspraxie de l'habillage. C'est vrai que pour Michel-Mazo, c'est une dyspraxie à part entière. Mais bon, moi, en clinique, ça me pose un peu question. Pour moi, la dyspraxie de l'habillage, elle peut être liée à différentes atteintes, en fait, que je vais vous présenter ici. Donc, ça, c'est la classification de Costini, encore eux, en 2013, donc, qui ont distingué deux grands types de dyspraxie. Des dyspraxies qui vont plutôt concerner la planification du geste, donc avec vraiment une notion d'anticipation, de planification, et des dyspraxies qui vont plutôt concerner des problèmes au niveau de l'exécution du geste, donc dans sa réalisation. Donc, elle distingue deux grands types, dyspraxie de planification, dyspraxie exécutive. Et dans les dyspraxies de planification, il y a encore deux sous-catégories qui peuvent sortir. Des dyspraxies qui seraient plutôt de planification primaire, donc plutôt au niveau de l'organisation conceptuelle du geste, et des dyspraxies qui seraient plutôt secondaires, donc qui seraient plutôt liées à des troubles de l'orientation spatiale et d'intégration sensorielle. Donc, on a quelque chose ici de plus spatial et de plus sensorimoteur, donc avec l'aspect sensoriel aussi lié à l'analyse visio-spatiale. Mais disons que c'est un peu plus large que ça. Ça pourrait se rapprocher de la notion de dyspraxie constructive et celle-ci plutôt de dyspraxie idéatoire. C'est vraiment l'idée du geste en fait. Quand on parle de l'organisation conceptuelle, on est vraiment dans quelque chose de geste de haut niveau, de planification plutôt lié aux représentations qu'on peut avoir du geste. Ici, donc, on est plutôt dans des aspects d'intégration sensorielle, donc on est bien dans la planification,
mais qu'on fait en fonction de notre analyse visio-spatiale et d'autres aspects sensorimoteurs. Et donc, parmi ces dyspraxies, on pourrait distinguer encore les dyspraxies constructives pures. Donc ça, c'est selon Michel Mazo, c'est celles qui vont vraiment concerner des troubles au niveau donc, des activités d'assemblage de la construction, et des dyspraxies visio-spatiales, donc là, qui vont concerner des problèmes d'organisation et de structuration spatiale, et puis avec ou sans trouble du regard. Donc c'est vrai que Michel Mazo s'est pas mal intéressé à tout ce qui concerne les problèmes aussi oculomoteurs, neurovisuels, qui posent pas mal de questions face à toutes ces notions de dyspraxie. Et donc, dans la dyspraxie idéomotrice, comme je le disais, les aspects en lien avec la définition des praxies idéomotrices vont plutôt concerner l'exécution en fait, du geste. Le quoi et le comment. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ce lien-là aussi avec le concept ici qui est vraiment le quoi en fait, du geste. Et ces aspects-là qui seront plutôt le comment du geste, même si celui-là, on est un peu à la frontière. Tout à fait. Alors, dans les faits, donc voilà, là, c'était un exemple de classification que je vous ai présenté, mais il en existe d'autres. Michel Mazo voilà, on a fait d'autres distinctions, avec notamment les dyspraxies de l'habillage, etc. Le comment, c'est la programmation. Le quoi et le comment. Alors, dans ce cas-là, le quoi et le comment pourraient être là-dedans. Bon, le comment, c'est aussi vraiment l'exécution. Donc, il y a aussi pour moi cet aspect idéomotrice. Mais bon, voilà, comme je le disais, de toute façon, c'est des distinctions qui, en clinique, n'ont pas forcément toujours beaucoup de sens parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de tests étalonnés qui sont disponibles pour faire ces distinctions. Donc, c'est une approche qui repose beaucoup sur une approche qualitative. Alors, ça peut être très intéressant de chercher à vraiment creuser, à faire ces distinctions. C'est comme je vous le disais pour la dyslexie, on peut toujours essayer d'aller plus loin pour essayer de comprendre vraiment à quel niveau les difficultés semblent présentes. Mais pour mener cette enquête, il faut des outils et ce n'est pas toujours facile de les avoir. En plus, on n'a quand même pas de consensus sur ces classifications. Il y a une grande variabilité de méthodes, une grande variabilité de résultats, on a une grande variabilité donc, de cadres théoriques selon les études. Donc, ce n'est pas toujours évident. C'est l'élaboration d'une stratégie. Ouais. OK. Ouais, on est vraiment là dans cette notion de planification, quand vous dites ça. Donc, moi, je voulais simplement vous présenter comment nous, on fonctionne ici au CHU de Grenoble sur ces questions-là, sur cette question de classification. Comme je vous le disais, pour la dyslexie, on a une posture assez simple où on essaye d'aller voir voilà, si c'est plutôt phonologique ou plutôt attentionnel, visio-attentionnel. Pour la dyspraxie, on essaye de voir si ça concerne plutôt les aspects gestuels, donc vraiment en lien avec les aspects de troubles du développement de la coordination, ou plutôt des aspects visio-spatial, visio-constructifs, parce que parfois, on a vraiment une dissociation avec des dimensions gestuelles qui fonctionnent finalement pas si mal, mais mais les enfants sont gênés quand il y a une forte composante visio-spatiale, donc qui amène à des difficultés dans les aspects visio-constructifs. Et puis, on retrouve aussi donc, des profils mixtes qui sont quand même les plus fréquents et où on retrouve donc des difficultés dans les deux domaines, sans doute parce qu'il y a un lien entre le développement de ces deux capacités, des praxies plutôt visio-spatiales, visio-constructives et des praxies gestuelles. Donc, en tout cas, en clinique, je pense qu'il vaut mieux être descriptif et du coup préciser plutôt les dimensions gestuelles qui nous semblent toucher. Donc, on essaye de les distinguer du mieux qu'on peut, d'essayer de faire cette distinction. Est-ce que on a l'impression que c'est plutôt la planification, ou que c'est vraiment la coordination, ou que c'est l'apprentissage de séquences gestuelles qui semblent toucher. Mais voilà, comme je le dis, ce n'est pas toujours facile concrètement en clinique de faire toutes ces distinctions-là. Et puis également de préciser les dimensions visio-spatiales. Est-ce qu'on a l'impression que ça relève plutôt d'un problème de synthèse visio-spatiale ou de problème de jugement, de distance ou de problèmes de traitement des orientations des droites, etc. Mais la distinction est parfois difficile et donc on va plutôt se dire, voilà, globalement, ça va toucher les gestes, la coordination ou globalement le visio-spatial ou les deux et rester sur une approche du coup un peu plus floue parce que voilà,
C'est pas toujours évident d'aller distinguer tout ça. Et c'est bien de l'avoir en tête parce que face à certains profils, les choses peuvent nous sembler plus claires.